j'ai été surpris par la quantité de réticences que j'ai rencontrées dans les milieux officiels ou quasiment officiels pour parler Ça m'étonne pas. du mois de mai. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que, et d'ailleurs je les comprends, ces réticences. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez affaire à quelque chose qui est très récent. Encore, le mois de mai, c'est il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Ça a mis en cause des hommes. Le général de Gaulle est mort, mais son souvenir est très vivant. Le Premier ministre de l'époque est devenu président de la République. La plupart des acteurs sont là. Or, le mois de mai, incontestablement, a abouti en France à des bouleversements politiques, pas immédiats, mais dans la suite des choses, avec ces contestations perpétuelles, avec cette loi d'orientation qui a ébranlé, pour ne pas dire détruit, l'université française. Tout cela fait qu'on est sur du chaud, on est sur du brûlant même, et que beaucoup préfèrent attendre de voir le verdict que l'histoire portera sur ces événements plutôt que de se compromettre trop tôt en risquant de donner un verdict imprudent. Vous voyez à quel point je suis courageux. Je crois que les équipes responsables étaient vraiment en présence de quelque chose qui leur échappait complètement. Et alors on a vu le pouvoir se dissoudre. Le ministre de l'Intérieur quittait la place Beauvau, à tel point que dans toute cette période, c'est le Premier ministre qui a fait l'intérim du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Éducation nationale sortirait parce qu'il était grippé. Le ministre du Travail, personne n'en a plus entendu parler. On ne l'a même pas vu lors des réunions de Grenelle. Il n'y avait pratiquement plus de gouvernement. Jusqu'au jour où, c'est qu'un symbole, tout le monde a dit le chef de l'État est parti, on ne savait même pas où il était. Pour moi, personnellement, c'est complètement idiot de dire étranger, étant donné que je suis né en France, que c'est un hasard que j'ai la nationalité allemande, mais même si j'étais un étranger. Donc prenons l'exemple de quelqu'un qui travaille politiquement. C'est complètement idiot que d'un côté, on fait un référendum sur le marché commun, on dit tout le monde ensemble, 10 nations, 14 nations et tout, et d'un autre côté, dès que quelqu'un parle en France et que ça ne se fait pas, on dit que c'est un étranger. Les usines, la majorité du capital en France est un capital étranger, américain ou allemand, etc. Et personne ne dit que ce sont des étrangers. Dans le PCF, le cri du cœur en 68 pour dénoncer les gauchistes, c'était contre l'anarchiste allemand, pour les vieilles réminiscences, le danger allemand, l'anarchiste allemand Cohn-Bendit. Et si vous assistez à tous leurs meetings aujourd'hui, c'est la Marseillaise qu'on chante, c'est le drapeau tricolore, y compris dans les manifestations pour le Vietnam, alors que c'est avec le drapeau tricolore qu'on a assassiné le peuple vietnamien, quand les Français y étaient. Cohn-Bendit, moi j'estime une chose, que c'est un garçon qui a peut-être ses points de vue, mais j'ai pas les mêmes points de vue que lui. Hein. Pas du tout. Sur quoi? Sur le drapeau, par exemple? Ce sont des choses... j'adore les gens qui discutent, mais l'arrogance, j'aime pas beaucoup ça. Notre mouvement ouvrier est fortement imprégné de l'idée de la lutte nationale, du patriotisme. Sans doute parce que la classe ouvrière, lors de l'occupation hitlérienne, a joué un grand rôle dans la résistance à l'occupant nazi et a combattu sous les couleurs de notre drapeau national et est resté profondément attaché à ces idées-là. Et évidemment, quand des manifestants gauchistes se promenaient dans la rue avec un drapeau rouge accompagné d'un drapeau noir,
beaucoup de travailleurs, pour ne pas dire tous les travailleurs, préféraient, eux, manifester avec le drapeau rouge accompagné du drapeau tricolore. Il faut évidemment tenir compte de cette génération, des chemins par lesquels elle est arrivée à l'idée de la nécessité de transformer la société, mais cette idée de la nation, du patriotisme national, si elle ne l'a pas, la jeunesse, il faut qu'elle l'apprenne, parce que je ne pense pas qu'on puisse faire de séparation entre les idées progressistes, je dirais même révolutionnaires, et l'attachement à l'intérêt national, à l'intérêt du pays dans lequel on vit, pour lequel on vit finalement. Alors l'internationalisme ne peut pas aller sans patriotisme. Nous sommes des internationalistes conséquents et qui avons toujours eu une position de principe envers tous les travailleurs et tous les peuples du monde qui luttent pour des causes justes. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai connu dans la résistance des militants ouvriers qui, sous le peloton d'exécution, sont morts en criant « Vive la France !» et « Vive les ouvriers allemands » par exemple. Nous pensons, nous, qu'il est absolument nécessaire d'avoir une réforme de la structure actuelle des centrales syndicales. Parce que les structures actuelles des centrales syndicales sont beaucoup trop vieilles. Elles sont dépassées. Il faut réformer toutes ces choses qui ne sont plus dans le vent, comme on dit. Pourtant, les structures syndicales ont bien prouvé elles ont bien prouvé qu'elles étaient capables de mettre en mouvement le mouvement ouvrier. C'est pas vrai. Quoi que puissent en dire certains éléments, les structures syndicales, elles ont fait leurs preuves, elles les font encore à l'heure actuelle, puisqu'elles ont permis en une semaine, pas une semaine, de faire des... Non, c'est pas une grève spontanée, justement. Non, ce n'est pas un hasard. C'est une préparation de 10 ans. C'est 10 ans de lutte. Ce sont 10 années de lutte, de travail des syndicats. C'est une préparation de longue haleine. Hein? Et toutes les grèves qui ont précédé, ont amené justement à cette lutte-là. Non, s'il y a quelque chose qui est à mettre en cause, c'est le pouvoir personnel. Là, oui, d'accord. Là est l'ennemi de la classe ouvrière, là est l'ennemi des étudiants. Le premier jour, on peut dire, il n'y avait pas de comité de grève, ça pouvait apparaître que personne dirigeait. Aujourd'hui, c'est le comité de grève. Les camarades font ce qu'on leur demande. S'ils ne sont pas d'accord avec nous, ils nous le disent et on discutera. Et on verra si on a tort, on rectifiera la position, mais c'est nous qui décidons et personne d'autre. Nous avons eu au début de notre réunion des gars qui se sont plaints de ne pas avoir été informés. Bon, il y a là, comme ça, quelques petits problèmes. Mais, sur l'étendue de notre mouvement, sur l'étendue de l'organisation de la lutte que nous sommes en train de mener, vous avouerez avec moi que c'est là des questions mineures. Je vais amener ma femme et mes enfants. Moi, je pourrais pas, monsieur Damien, et on fait quel drame à la Mélanie. Mais quand on prendra le travail, parce qu'il faudra leur prendre un jour, c'est certain, il faudra leur prendre en étant assuré que ce qu'on gagnera, ça sera suffisant pour s'acheter une voiture, pour s'acheter un appartement. Le problème, c'est pas de ne plus acheter les appartements. Le problème, c'est de pouvoir au contraire les acheter, sans que ça porte atteinte à la dignité, sans que ça porte atteinte à ta vie normale. Ce qu'on demande aux Français, on le tient en dehors de la politique, à l'écart de la politique. Tous les 7 ans, on lui propose une liste de gens, vous votez, là c'est ma politique, vous votez pas. Le gars, il n'a jamais fait de politique, en un mois, il faut qu'il épluche toutes les feuilles, et puis à la fin, il va dire oui ou non. Et il ne veut surtout pas en faire. Tu vois ? Mais il faut l'amener en faire. Si la CGT suppose qu'avec le gouvernement à l'heure actuelle, toutes les revendications qu'on a sont acceptées. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, qu'est-ce que la CGT va décider? Une fois que les organisations sont acceptées, que les revendications sont acceptées. Toi, on a les 100 000 balles, on a les 10%, on a les 40 heures, ainsi de suite. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? On arrête ou on recommence à bosser? Oh mais non, mais alors à ce moment-là, on va voir nos 100 000 balles, hein, on va avoir des revendications, tout le bordel. Demain, quand on aura ça, on reprend les manivelles, il y aura toujours le chef d'équipe, tu veux ouvrir ta bouche dans l'atelier, crac, tu vas ne pas jamais. Non. Mais si, c'est ça qu'on va obtenir si on a les revendications. On aura obtenu en réalité aussi le droit à la dignité dans les îles. Ça aussi, ça fait partie de ce qu'on demande. Tu dis on obtient tout. Alors d'accord, je te dis on obtient tout, y compris le droit de ne plus avoir un bout de cul derrière toi. Il en faut des libertés syndicales, mais moi
je fous le doigt dans l'œil, c'est que là on a une exploitation de l'homme par l'homme. Pour supprimer ça, c'est les structures du pays qu'il faut changer. Ce n'est pas tu vas voir le patron là, il est dans la bourgeoisie, il a été élevé pour la bourgeoisie. C'est fini, pour lui l'ouvrier il est là pour travailler pour lui. C'est même certains qu'il y en a qui ne sont même pas posé la question qu'ils exploitaient l'ouvrier. Pour eux ils ont trouvé ça tout à fait normal. Donc quand tu travailles pas, ils t'engueulent. Donc c'est pas lui qu'il faut aller voir d'abord, il faut couper la corde au début pour que lui il se casse la gueule. C'est ça qu'il faut faire. Chers collègues, nous venons d'être reçus à l'instant par le préfet de région, à qui nous vous demandons de rester un peu calme, s'il vous plaît. Monsieur le préfet nous a fait part qu'il était vraisemblable qu'avant ce soir, avant le discours de Gaulle, les négociations vont s'engager sur le plan syndical en raison du climat social actuel. Que nous prépare en ce qui concerne cette négociation. Elle risque bien sûr d'avoir lieu, mais risque de ne pas aboutir. C'est-à-dire que, dans l'état actuel des choses, le gouvernement français... Secours! Viens! Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements universitaires puis sociaux. On y voit tous les signes qui démontrent la nécessité d'une mutation de notre société. Cependant, l'émeute déferlait sur Nantes et sur Lyon, atteignait Bordeaux et Strasbourg. Cette fois encore, mais cette fois encore, cette fois surtout, j'ai besoin, oui, j'ai besoin que le peuple français dise qu'il le veut. La gauche au pouvoir, mais il l'a eu 92% en 58 et aujourd'hui. Fallait bien faire. Voir justement par quelle voie il peut le faire. Avec la gauche? C'est la voie la plus directe et la plus démocratique possible. On va annoncer un référendum, tu vas voir. Voilà, référendum. Vous avez eu une voix avec toi, en étendant la formation des jeunes, en assurant leur emploi. Le chômage. Française, français. De faire changer partout où il le faut les structures étroites et perdues et ouvrir plus largement la route au champ nouveau de la France. Et la gauche au pouvoir. Vive la République. Vive la France. La République démocratique. C'est pas beaucoup, hein. Mon Dieu, 7 minutes, c'est pas beaucoup, hein. Il faut tout changer. Il a eu un moment de trou, un moment de vide, de passage à vide. Était-ce là? Je ne sais pas. En tout cas, le 24 mai, le jour où des manifestants se réunissaient à la gare de Lyon, il a fait un discours véritablement, je n'ai trouvé qu'un mot, exsangue. Et je me souviens qu'à la gare de Lyon, la manifestation devait commencer à 8 heures, à l'heure même de son discours, mais des milliers de manifestants avaient emporté un petit transistor. Vers 8h moins 3, il y eut un extraordinaire silence. Et on a écouté De Gaulle. Et après ce discours, il y a eu une huée, certes, mais aussitôt après, je ne sais pas qui a eu l'idée le premier, un mouvement de foule, quelqu'un a sorti son mouchoir.
avec le recul, je crois qu'il faut reconnaître qu'on n'était pas totalement conscient. Bon, dans une période comme la période de 68, en fait, il y a les tâches au jour le jour qui suffisent à absorber l'activité et l'attention des militants. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le recul nécessaire. On se rendrait bien compte qu'il y avait des problèmes qui étaient posés, mais disons, on n'avait pas vraiment conscience qu'il fallait trouver des solutions. C'est-à-dire qu'on sentait le problème, mais en même temps, on ne voyait pas quelles étaient les solutions. Peut-être aussi parce qu'on n'en avait pas les moyens. Hein? D'une part, on avait affaire à des étudiants. Et en France, il y a plusieurs points qui sont toujours très chauds. Dès qu'on a affaire, je dirais, aux pêcheurs bretons, aux vignerons du sud-ouest, aux mineurs du nord, aux étudiants à la Sorbonne, il faut faire attention, parce que ça peut dégénérer. Alors là, quand on a des étudiants par milliers, ce qui était le cas, parce que c'était un chahut monstre, et qui dégénérait en émeute, il faut faire attention, et à tout prix, il fallait éviter d'avoir à exercer des violences trop brutales. Naturellement, je le dis en pesant mes mots, s'il avait été nécessaire de faire ouvrir le feu, j'en aurais pris la responsabilité. J'en aurais pris la responsabilité sans hésiter. S'il avait été nécessaire de le faire, au cas où véritablement l'émeute aurait tourné à la Révolution. Par exemple, si les étudiants étaient entrés en force dans le palais de l'Élysée, par exemple, ou au ministère de l'Intérieur, ou à Matignon. Mais il n'en a jamais été question. Ce que je dis là, c'est une
possibilité que je n'ai jamais envisagée, car à aucun moment je n'ai eu l'impression que l'émeute tournait à la révolution. Doucement! Je crois que le point le plus important qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a jamais eu de haine. L'étudiant n'a jamais été un ennemi. Il ne faut pas voir dans l'attitude de la police une action qui a été menée avec une hargne, avec une haine particulière contre les étudiants. Ça, je crois que c'est un point qu'il faut quand même souligner. Il y a eu quand même des violences, d'un côté comme de l'autre. Il y a eu de nombreux blessés parmi les étudiants, et il y a eu de nombreux blessés parmi les policiers. Donc, il y a eu des chocs violents. Mais, je le répète, ce ne sont pas des chocs que l'on peut comparer avec ce qui s'est passé au moment des affaires algériennes. Je reste persuadé, je connais bien mes camarades, qu'il y ait des gens parmi nous qui soient partisans des bagarres, des batailles, c'est vrai. Mais enfin, dans sa généralité, je vous le dis, le policier, c'est quand même un citoyen comme les autres. Il vit dans son HLM, c'est un père, c'est un fils, c'est un époux. C'est pas un bagarreur par destination. Il aime mieux faire son service tranquillement plutôt que de s'agiter et d'avoir des manifestations constantes à réprimer. C'est le caractère extraordinairement sérieux de la crise actuelle qui seul a permis d'aboutir à des concessions aussi importantes. Et nous avons, à la fin de ces délibérations, apprécié ce qui était positif et mis en évidence aussi qu'il restait encore beaucoup à faire. Ça a été leur espoir dès le départ, de pouvoir négocier le plus vite possible avec le gouvernement pour qu'un mouvement qui avait une dynamique qui leur échappait s'arrête très vite. Et le coup de grâce qu'ils ont apporté au mouvement, non seulement ça a été le fait de ne lui donner aucune perspective politique et d'accepter d'avance le cadre du régime, de négocier avec un régime qui était complètement discrédité et avec lequel on pouvait se permettre de ne pas négocier. Nous avons conservé le sang-froid, la fermeté, mais aussi la conscience de ce qui existe et non pas des rêves qu'on fait.
je vous souhaite d'y réussir le plus vite possible et en même temps de vous sentir solidaire et réjoui de ce que des millions de travailleurs mal payés et maltraités dans les usines vont profiter de votre effort dans ce combat. La parole à Georges Segui, secrétaire général de la CGT. Chers camarades, il y a 2 heures, au ministère du Travail, se sont terminées, au moins pour cette phase, les discussions qui réunissaient avec les représentants des organisations syndicales, ceux du patronat et ceux du gouvernement. Quand le gouvernement nous a demandé si, au terme de ces longs travaux de discussion, nous allions lancer l'ordre de reprise du travail, nous leur avons répondu, comme nous n'avons jamais lancé à l'échelle confédérale un mot d'ordre de grève, il ne saurait être question que l'on se substitue aux travailleurs pour lancer un ordre de reprise du travail. Nous allons leur rendre compte aux travailleurs objectivement de ce qui s'est passé, de ce que vous avez cédé. C'est eux qui jugeront. Ils feront la part des choses. Ils apprécieront ce qu'il y a là-dedans de positif, ce qu'il est moins et ce qui manque. Et nous leur avons dit, conformément à l'engagement qu'a pris la CGT devant les travailleurs en grève, elle ne saurait donner quelque suite que ce soit au résultat des discussions avant de consulter les travailleurs eux-mêmes. Nos secrétaires syndicaux nous l'ont bien expliqué, nous l'ont bien dit que ce qu'ils nous ont donné, c'est absolument rien. Ils peuvent aller au-delà. Et ils le savent. Ils veulent essayer de mélanger les affaires pour faire comprendre qu'ils n'ont pas assez d'argent. L'assiette ne déborde pas, ils n'ont pas assez. Et qu'est-ce que vous comprenez alors? On n'a pas fait à moins des grèves pour rien du tout. Les autres ont obtenu quelque chose, simplement l'usine Renault et les autres entreprises de l'automobile qui n'ont rien obtenu du tout. Ils se basent sur les accords des Grenelle et puis ils ne veulent pas aller plus loin. Alors nous, vous comprenez, les accords de Grenelle, ce n'est absolument rien. C'est un point si vous voulez, mais c'est pas un point pour nous. Une mauvaise foi évidente de la direction et du gouvernement, parce que c'est pas du tout pareil qu'en 36. En 36, il y avait quand même le gouvernement qui était pour nous. Cette fois-ci, on sait que le gouvernement de Gaulle est contre nous. Alors on a donc 2 personnes qui luttent contre nous, le gouvernement et le patronat. Mais on résistera quand même. 122 000 francs pour 7 personnes, ça fait pas 20 000 francs par personne. Vous y arrivez? J'y arrive, modestement, il faut bien y arriver. Et c'est pour ça qu'il faut que ça change, quoi, parce que on commence à en avoir soupé. Depuis l'âge de 12 ans, je travaille, monsieur. Et j'en ai 63 bientôt. Alors il me semble que je viens droit me reposer. Écoutez, il y en a que les Chinoises qui vont voir des docteurs d'un côté et de l'autre. Moi, je n'ai pas les moyens d'aller voir des docteurs de l'autre. Ce que je veux, je m'en sentais heureusement pour moi, hein, mais j'estime quand même qu'à 63 ans, je pourrais un peu me reposer et profiter un peu de la vie. Nous avons un nombre de personnes qui viennent et passent une nuit et retournent chez eux. Et on a une autre et une journée. Oui. Non, viens. Non, mais il n'y a pas de raison. Mais c'est par roulement, tout est organisé. Et les personnels viennent spontanément? Ah oui, ils viennent d'eux-mêmes, oui. Tous de même? Oui, des volontaires? C'est des volontaires qui viennent, oui. On les retient pas du tout. Ils peuvent rentrer, sortir comme ils le veulent. On habite pas mal, oui. On va un peu dans tous les coins, on reste pas toujours pareil, mais enfin, il y a toujours un certain nombre à chaque porte. Et depuis le début de la grève, vous avez passé beaucoup de nuits dans les piquettes? Dans les nuits, moi, pas tellement, mais plutôt la journée. Parce que comme j'ai pas mal d'enfants, alors il faut quand même assurer. Puis il y en a des gens qui s'intéressent de venir plus la nuit que le jour. Il y en a là qui ont passé beaucoup de nuits, qui sont venus jour et nuit. Ouais. Ah oui, pourquoi? Ah, parce que je suis jeune, je suis célibataire. Oui. Il y en a qui sont plus âgés, qui ont des femmes, je les laisse chez eux, quoi.
Est-ce que vous êtes au courant de tout ce qui se passe malgré vous savez toujours un piquet de grève de Je prends des informations par-ci, par-là, quoi. C'est les copains qui vont au meeting. Oui. Moi, ça y est, je suis... Vous êtes mobilisé. Ouais, ça y est, je suis dans le bain, quoi. Nous avons à la fois été surpris et enthousiastes. Il y avait en effet des années que nous répétions qu'il y avait bien un mécontentement profond, que l'idéologie de la classe ouvrière n'était pas disparue comme le prétendaient bien des idéologues ou des spécialistes en sciences humaines. La CFDT n'a pas participé à Charléty. Elle a laissé les sections qui voulaient bien y aller. Il y a des sections CGT qui sont venues, mais en rupture avec la CGT. Au départ, on n'attendait pas grand-chose à la réunion de Charléty. Charléty a été décidé très simplement parce que Pompidou avait donné ordre à la police de tirer en cas de manifestation. Alors, face à ça, on a eu peur qu'il y ait un certain nombre de manifestations isolées et qui entraînent un certain nombre de blessés ou même un certain nombre de morts. C'est donc dit qu'il fallait proposer un objectif, qu'il fallait proposer quelque chose. D'où cette proposition du meeting de Charléty dans un endroit fermé, dans un stade. Or, il s'est passé que ce meeting a correspondu très exactement au moment où les ouvriers, en particulier les ouvriers de chez Renault, ont refusé les accords qui avaient été conclus par les organisations syndicales avec le patronat. Nous sommes en présence d'un mouvement révolutionnaire. La classe ouvrière et nous les étudiants, nous n'avons rien à perdre, nous avons tout à gagner. Et nous ne croyons pas aujourd'hui que la violence serait une arme efficace. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été dites sur Charléty, en particulier que Charléty aurait été couplé avec une opération Mendes France. C'est totalement faux. Que dans l'esprit d'un certain nombre de personnes, on ait cherché à utiliser la présence de Mendes France au meeting, ça c'est très possible, mais il faut savoir que Mendes France lui a interdite par les meetings. Parce que personne ne voulait que Mendes France prenne la parole au meeting parce qu'on estimait qu'il n'avait rien à y dire et que c'était pas sa place. Lorsqu'on a organisé Charléty, la décision a finalement été prise de donner la parole à un grand nombre d'hommes dont on pouvait très bien savoir qu'ils se contenteraient de critiquer, d'attaquer, ou dont la présence même apparaîtrait presque comme une provocation, comme une attaque à l'égard de telle organisation ou tel parti politique. Et par conséquent, Charléty serait peut-être très spectaculaire, il y aurait 70 000 personnes manifestant leur enthousiasme dans une grande enceinte, c'est très émouvant, et je partage aujourd'hui encore cette émotion. Mais finalement, ça ne débouchait sur rien que sur une division plus grande encore. Et c'est la raison pour laquelle, n'ayant pas pu faire prévaloir mon sentiment de l'union de tous ceux qui étaient dispersés, c'est la raison pour laquelle j'ai pensé dès ce moment-là que ma place n'était pas parmi ceux qui prenaient la parole à Charléty, qui, soit dit en passant, ont d'ailleurs défendu des thèses quelquefois passablement divergentes et même contradictoires, qui ont tous crié ensemble leur mécontentement, leur révolte, leur hostilité, leur colère, mais qui n'ont pas apporté, comme je le croyais indispensable, des propositions qui auraient frappé l'opinion publique. Constatons d'abord un fait. 10 millions de salariés sont en grève et cette grève a pesé. Le patronat qui depuis 10 ans refusait de discuter sérieusement de nos revendications essentielles a été contraint de discuter. Mais les propositions sont insuffisantes. C'est pourquoi les organisations syndicales n'ont pas voulu signer la proposition d'accord, contrairement à ce qu'ont pu prétendre la presse et la radio. L'ensemble des 10 millions de grévistes souffrent comme tout un chacun des difficultés engendrées par la grève. Mais ils ne veulent pas non plus que leur peine soit perdue, c'est pourquoi dans l'ensemble, ils poursuivent le mouvement. Si aujourd'hui vous acceptez de reprendre le travail, vous avez accepté de faire grève pendant 10 jours pour ne rien obtenir. La direction demande la parole sans avoir discuté avec ses délégués provisoires. C'est déjà une preuve que le directeur ne veut pas reconnaître le syndicat au sein de son entreprise.
Voyez ce que sera la liberté syndicale à Yéma si nous n'imposons pas notre volonté de la faire respecter. Permettez que je prenne la parole. Au nom de la liberté, s'il vous plaît. Allez-y. Écoutez, M. Blum n'a pas exposé exactement, il n'a pas donné satisfaction, d'accord. Mais il est prêt à le faire, ça j'en suis certain. Donc actuellement, les ouvriers et les employés de la Yéma doivent prendre conscience que ce n'est plus un problème social, mais gouvernemental. Absolument pas. Nous avons affiché que tous les acomptes seront faits proportionnellement aux sommes qui vous reviennent, vous seront donnés au moment habituel. Et il n'a jamais été question de retarder en quoi que ce soit votre paye ou les compléments que vous devez recevoir. Maintenant, je peux diffuser pour les personnes qui sont très loin, qui n'ont pas entendu que les acomptes seront distribués en date prévue. C'est affiché à toutes les portes. Non mais tous les gars. Bon alors, n'oubliez pas que ce n'est pas une fleur de la direction, car toutes les entreprises ont donné des acomptes, et ma foi cet acompte c'est l'argent que vous avez gagné. Il est donc bien normal que vous l'ayez. C'est matériellement la grève. Il y a ceux qui s'arrêtent, il y a ceux qui ne s'arrêtent pas, justement. Est-ce que les gens sont très gentils en général? Oui. Ils sont, ça dépend des catégories, quoi, de gens, justement, et puis ça dépend de la contenance de leur porte-monnaie, justement. Et voilà. S'il vous plaît, pour les grévistes, pour les travailleurs en grève, s'il vous plaît. Il n'y a pas de bagnole. O combate que levamos não é o combate de um só, ou de dois, ou de um grupo determinado e reduzido de pessoas. O combate que levamos é um combate de todos, sem discriminação de língua, de nacionalidades, de direitos ou de restrições de alguma espécie. Os portugueses vêm de um país fascista. O que encontram hoje aqui é um regime policial de repressão, mesmo ao nível do trabalho em cada dia no interior da fábrica. Qui donne le stade actuel du protocole en ce qui concerne les augmentations pour les ouvriers. Il n'est pas complet celui-là. Hein? Pas complet. Non, enfin, il donne la partie salaire. Hein. Je pensais que pour le moment, c'était celle qui vous intéressait essentiellement. Et ici, il y a la réponse que la direction a faite hier à certains de vos collègues du comité central de grève. Vous essayez tous de rentrer dans l'usine, et s'il y aura quelque chose à prendre, une décision à prendre, ce sera dans l'usine même. Alors on rentre à l'intérieur et puis on donne des communications aux travailleurs. Vous allez donner les vôtres, hein? Vous allez donner les vôtres. On
va vous laisser donner les vôtres. C'est ça ou non? Mais c'est uniquement ce que je suis venu préciser à ces messieurs les délégués, que vous avez donc votre forme d'information qui vous regarde et nous allons donner la nôtre. Et ce qu'on vous demande, c'est que la courtoisie règne comme elle a régné depuis le début. Hein. Vous êtes dans l'usine et c'est tant mieux pour vous. Et nous, eh bien, nous nous trouvons à l'extérieur. Hein. Les agents de maîtrise sont là pour informer les gens de ce qu'a fait la direction. Ben écoute, mon garçon, je retiens que tu veux manger en 3 quarts d'heure et on posera la question au retour. Il a un comme ça fait 1 an, il ne retrouve pas de travail. Chez Citroën, il a foutu à la porte parce qu'il a laissé faire sa journée. Comme vous voyez, c'est un cas flagrant. Il ne travaille pas 1 an. Quand c'est la raison que chez Citroën, il a foutu à la porte pour plus n'avoir fait sa journée. Il faut vous prendre la carte, il a été obligé Comme vous voyez, c'est un cas flagrant. Je vous l'avais dit, viennent prendre la carte à la survie, ils l'ont fermé dans le bureau de... Les réglos, il est là, il pouvait chercher le régleur qui peut s'expliquer. Mais non, mais... Je vous dis que je n'ai jamais vu chez Citroën mettre quelqu'un à la porte qui était handicapé physique. Montre là les certificats. Il a des papiers que l'on foutu à la porte. Très bien, vous savez aussi. Et vous savez aussi. Quelle équipe il travaille? Avec qui il travaille? Il a travaillé, je ne sais pas qui. Quel était son chef? Mais si, mais dites-moi. Qui c'est son chef? Je connais son contrat. Vous savez. Mais quel était son chef? Son chef, il est. Son contrat, comment il est là? Je le peux chercher parce qu'il le connaît. Beauvais, c'est le contramètre? Là, c'est le régleur. Le réglon, c'est Beauvais. J'ai travaillé avec ce monsieur pendant 3 ans. C'était son régleur. Mais quel est le chef d'équipe? Attendez, dites-moi quel est le chef d'équipe. Et quel est le contremaître? Monsieur Chaussivert. Enfin, maintenant, c'est monsieur Chaussivert. À ce moment-là, c'était monsieur Durieux. Monsieur Durieux. C'était où? Au bâtiment F2, à la 5611, pour les 5 ans. Eh ben écoutez, on regardera ce qui s'est passé avec Durieux. Ahora que estamos dentro de la fábrica no ocurre nada, porque dentro de la fábrica tenemos la puerta. Dans l'usine, camarades, dans l'usine, c'est nous qui imposons nos conditions. On les a pas vus dans ces jours-ci, non? Alors, restons dans l'usine et qui viennent discuter dans l'usine avec nous s'ils veulent. Mais pas sur le trottoir. Ils sont en train de nous diviser, les gars. À l'usine, les camarades, alors. Nous, paysans, avons obligé les industries agricoles et alimentaires à fournir à prix coûtant toutes les denrées alimentaires dont Nantes et Saint-Nazaire avaient besoin. Et, au-delà de cela, il y avait un supplément fourni par les industries agricoles et alimentaires d'1 tiers qui était gratuit pour ceux qui ne pouvaient pas payer. En contrepartie de cette présence effective à la grève, on a demandé aux ouvriers, notamment aux dockers, de nous permettre d'alimenter nos animaux. Ici, il me faut continuellement de l'aliment du bétail. Si je n'ai pas cet aliment-là, 2 jours après, tous mes agneaux sont crevés. C'est un peu comme un haut fourneau dont on arrête la combustion et l'ensemble de l'appareil est définitivement brisé. L'animal a besoin de manger tous les jours. Et pour faire cet aliment, il nous fallait des tourteaux, des farines de viande, etc., plus des céréales, donc des transports. Il nous fallait faire tourner les usines qui fabriquent l'aliment. Et les gens qui travaillaient dans ces usines donnaient leur salaire au comité central de grève. Les paysans donnaient une part importante de leurs revenus. Nous avons collecté pour 10 millions de francs chez les paysans pour le soutien du mouvement. Et ce qui faisait aussi qu'on distribuait des moyens de travail, et notamment du fioul pour faire marcher les tracteurs, etc., pour les travaux les plus urgents. Et en fait, partant de ces bases, les paysans, avec les ouvriers, les étudiants, géraient l'ensemble du département. Le sommet a été atteint lorsque le préfet de Loire-Atlantique a envoyé au comité central de grève duquel je faisais partie, au nom des paysans, a envoyé son secrétaire général pour nous demander des bons d'essence. Nous lui avons dit d'aller voir du côté de l'armée s'il n'y avait pas des stocks qui restaient non employés.
Pouvoir partir en week-end est une chose épouvantable dans tous les pays civilisés à l'heure actuelle. Tout ça a montré aux gens qu'on était en marche vers quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Le pire pour l'opinion publique moyenne, c'était le désordre, le néant, et malheureusement les forces qui étaient en lutte, les forces qui étaient dans l'opposition à la politique du gouvernement de l'époque, étaient tellement divisées, les partis politiques de gauche et le mouvement syndical, qu'ils n'offraient pas la perspective à la masse des travailleurs et du peuple de notre pays, la perspective d'une alternative cohérente, équilibrée, constructive, démocratique. Voilà pourquoi il y a eu cette énorme spéculation du danger de voir la France tomber dans le chaos, dans l'anarchie. Les aspirations nouvelles au changement de la vie, au changement du cadre de vie, de l'urbanisme, de la vie dans la cité, dans la ville, étaient toujours délaissées. La production pour la production, la consommation qui est devenue une obsession, n'était pas mise en cause par les partis de gauche à cette époque. C'est-à-dire que bien des thèmes de ce mouvement qui visaient pas seulement le changement de dirigeants, mais qui visaient d'abord le changement de production, le changement de développement, le changement de rapport entre les hommes et entre les groupes, le changement de rapports sociaux. C'est-à-dire, finalement, ce mouvement visait toute une richesse du socialisme, une richesse qu'on a appelée autogestionnaire, qui débordait de très loin les visions très limitées, très classiques, très archaïques, finalement, des partis de gauche. Et qui sera président de la République? Souverainement et librement, le suffrage universel le dira. Mais, d'ores et déjà, pour votre information, je vous annonce, parce que le terme éventuel est à 18 jours, et parce que c'est le même combat, je suis candidat. Mitterrand disait, en substance, s'il n'y a plus de pouvoir, je suis candidat à la présidence de la République. Et il ajoutait, et Mendès France pourrait être le Premier ministre du gouvernement de transition. Ce n'est pas en soi criminel, c'est une hypothèse. Après tout, quelques mois plus tard, on entendait M. Pompidou parler à Rome de son destin national, le général de Gaulle étant fort bien vivant et installé à l'Élysée. On peut toujours dire qu'on sera candidat à la succession de quelqu'un, c'est pas un crime de lèse-majesté. Les uns pensent à un gouvernement Pompidou profondément remanié et d'un éventail politique beaucoup plus large. Les autres préconisent un gouvernement Mendès France, et l'ancien président du Conseil s'est déclaré, au nom de la gauche, prêt à assumer les responsabilités du pouvoir s'il a la confiance de tous ceux qui ont manifesté. Il y a des hommes qui ont eu des responsabilités dans la période 1958-1968, et même des hommes qui étaient à ce moment-là au gouvernement, qui ont pensé qu'il était souhaitable de voir un renversement complet de la politique, de voir la gauche venir au pouvoir. Et un certain nombre de ces hommes ont eu l'occasion de dire à ceux qui étaient dans l'opposition, eh bien, il faut que le pouvoir vous soit transmis, il faut que vous preniez le pouvoir. Il y a même eu 2 hommes qui ont été dans le gouvernement de Gaulle, après ces événements, et qui m'avaient dit eux-mêmes, c'est vous qui devez être Premier ministre, c'est vous qui devez essayer de répondre à l'appel et des jeunes et de la classe ouvrière. Avant de prendre sa décision qu'il avait l'intention d'annoncer au pays, le général voulait connaître toutes les données du problème. Il en avait certaines, mais il ne les avait pas toutes. Et l'une qui lui paraissait sans doute très importante, c'était de savoir quel était l'état d'esprit de nos troupes en Allemagne, qui sont les seuls de tous nos moyens qui sont vraiment opérationnels et capables d'intervenir si la République s'était trouvée subitement vraiment en péril. Et vous le savez, il souhaitait rencontrer le général Massu en France, près de Nancy, au Mont-Saint-Odile. Et en quittant Paris, en fin de matinée, il avait donné pour instruction qu'on joigne au téléphone le général Massu, qu'on lui dise de prendre lui-même un hélicoptère, de venir en France et de l'attendre au point choisi. Or, les événements ont voulu. L'histoire, quelquefois, s'arrête comme ça sur un personnage, qu'une dame, quelque part, une standardiste téléphonique, je vous rappelle que les PTT étaient en grève pour les communications à longue distance, refuse de transmettre un appel au général Massu à Baden-Baden en disant « Je suis en grève, je ne transmets pas ce coup de téléphone ». Ce qui fait que
Arrivant dans la région de Colombey, le général a appris que le général Massu n'avait pas pu être touché. C'est un petit point d'histoire. Il faudrait essayer de retrouver un jour cette dame qui a refusé cette communication et qui est ainsi, sans le savoir, entrée dans l'histoire. Il fallait frapper un grand coup. Alors ce grand coup, ça a été le départ mystérieux du général, avec une admirable mise en scène, puisqu'il a choisi l'heure, l'instant, où tous les ministres arrivaient à l'Élysée à 9h30 du matin, comme chaque mercredi, pour le Conseil des ministres. Les huissiers étaient chargés de leur dire le général est parti. Ce départ n'était pas pour l'armée, n'était pas pour les militaires, il était pour l'opinion française qui, pendant ce temps-là, cherchait De Gaulle. De Gaulle a disparu, il était mort. Il était mort politiquement, il était presque mort physiquement, c'était le mystère absolu. Je ne crois pas qu'il s'agit d'une mise en scène. De Gaulle est un homme, enfin nous le savons, par son comportement dans d'autres occasions, qui a toujours voulu se ménager une possibilité de réflexion avant de prendre une décision. L'affaire, comme il l'avait dit, était insaisissable. Il a voulu réfléchir, il a voulu s'éloigner. Pour moi, c'était un coup génial de mise en scène fait par un grand artiste. Karl Marx disait que de croire ou de ne pas croire dépendait d'un savoir. Autrement dit, que la religion était un savoir. Or, moi, je dis que la religion est un engagement personnel. C'est un acte d'amour qui n'a absolument aucun rapport. Que la situation est grave. Toi, tu viens là. Jules les a mis d'emblée cet après-midi au théâtre. Ce n'est pas du théâtre, pauvre conne, comprends-le. Je voulais annoncer hier à 4 heures. On s'est foutu de ma gueule à ce moment-là. On m'a dit, il est parti cueillir des pâquerettes. Hier, à 4 heures, il y a une annonce de l'AFP qui est tombée, disant, De Gaulle est parti de Paris depuis 3 heures, il n'est pas arrivé à Colombey, on ne sait pas où il est. Alors, est-ce que tu crois qu'il a été au pâquerette pendant ce temps-là? Il a été faire le tour des popotes et il a été voir si les petits copains suivaient. Comme les petits copains, ils sont fait couillonner une fois il y a 4 ans, ils veulent pas recommencer, tu comprends? Ce qui est frappant, ce qui est vraiment très frappant, c'est qu'il ait éprouvé le besoin d'aller à Baden-Baden, voir Massu et l'armée française qui se trouvait en Allemagne, que dans un moment pareil, ses conseillers, ses amis, ceux auprès desquels il se trouvait bien, soient ceux-là, que ce soit leur avis qui compte, c'est pour moi quelque chose d'inattendu, c'est pour moi quelque chose de choquant. J'aurais préféré qu'il s'entoure d'autres conseils, ou au besoin qu'il reste tout seul pour réfléchir. Il n'est pas impossible qu'on assiste à un coup d'État, un putsch militaire, même s'il ne dure que 2 jours. Avec quelle armée? Avec quelle armée? L'armée qui est en train de se balader en ce moment. À l'heure actuelle, il y a des mouvements de troupes. Personne ne sait s'ils sont oui ou non contrôlés par De Gaulle, et que d'autre part, on ne connaît pas la réponse de De Gaulle. À un certain moment, en mai 68, le général de Gaulle a eu beaucoup plus de soucis de participer à créer cette panique dans les couches du peuple qui pouvait craindre que le pire arrive, et aussi de se préparer à faire face à n'importe quelle situation, et qu'il a consacré à cet égard beaucoup plus de temps à son état-major qu'au personnel politique qui l'entourait. Mais cela ne justifie pas les idées selon lesquelles, à ce moment-là, le pouvoir était à ramasser.
Moi, personnellement, ce que j'ai craint, c'est peut-être qu'il y ait un début de révolution violente et sanglante, ce qui, grâce au ciel, n'a pas eu lieu, mais surtout que ce début de révolution n'amène des réactions d'un certain nombre de milieux encore attachés à des idéologies qui ne sont pas les nôtres, et qui auraient pu profiter de l'occasion pour essayer de tenter un coup de force en sens inverse, le coup de force qui aurait pu recueillir, parce qu'il allait vers la loi et l'ordre, qui aurait pu recueillir l'assentiment d'une partie de la population. À ce moment-là, c'était au mieux l'amorce d'une dictature, au pire la guerre civile. Et l'un comme l'autre sont des solutions que nous pouvions difficilement accepter, bien entendu. Je vous demande de ne pas prononcer de slogans diffamatoires. Nous avons demandé une manifestation en silence. Gardons le silence. Oui, on sait. Ne criez pas. Ne criez pas, c'est pas la peine. Vous n'en avez pas plus. J'en ai eu l'idée, effectivement, mais je n'ai pas été seul. On était assez nombreux à avoir la même idée et à l'avoir depuis au moins une bonne quinzaine de jours. Et dès le 12 ou 13 mai, on avait pensé que puisque, pour se faire entendre des autorités publiques, il fallait manifester dans la rue, nous pourrions nous aussi manifester dans la rue. Ça avait été presque organisé. Et puis, pour des raisons diverses, et en particulier parce qu'on nous a demandé de ne rien faire qui puisse gêner le gouvernement à ce moment-là, nous nous sommes arrêtés. Je sais bien que M. Grimaud, le préfet de police de l'époque, n'était pas à une manifestation près. Il en avait tous les jours une demi-douzaine à sa disposition et qui, en règle générale, ne le prévenait pas. Mais enfin, après tout, c'était quand même courtois, je le connaissais bien. Je lui ai téléphoné, je l'ai eu au téléphone, je lui ai annoncé, M. le préfet, nous organisons demain à 5 h, place de la Concorde, une manifestation, bien m'a-t-il dit. Il y a eu un silence. Et puis il m'a dit, Monsieur le député, est-ce que vous vous rendez compte du nombre de personnes que peut contenir la place de la Concorde? J'avoue que j'en avais pas l'ombre d'une idée, je lui ai dit. Et il m'a répondu 300 000. Alors, ça signifiait quoi? Ça signifiait que s'il y avait 30 000, 50 000, 100 000 personnes, ce qui me semblait déjà beaucoup, 30 000 personnes, place de la Concorde, c'était ridicule. 50 000, ça l'était un peu moins. 100 000, en les dispersant un peu, ça permettait d'avoir l'air de remplir la place de la Concorde. Mais enfin, on était loin des manifestations groupant 500 000, 600 000, 700 000 personnes qu'à ce moment-là montait la CGT. La France, en effet, est menacée de dictature. On veut la contraindre à se résigner à un pouvoir qui s'imposerait dans le désespoir national. Lequel pouvoir serait alors évidemment essentiellement celui du vainqueur, c'est-à-dire celui du communisme totalitaire. Naturellement, on le colorerait pour commencer d'une apparence trompeuse en utilisant l'ambition et la haine de politiciens au rencard. Après quoi, ces personnages ne pèseraient pas plus que leur poids, qui ne serait pas lourd. Eh bien non, la République n'abdiquera pas. Le peuple se ressaisira. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France. Telle est l'allocution prononcée par... Vive de Gaulle! Vive la liberté! Pourquoi vive non de au Gaulle? communisme! Pourquoi vive de Gaulle, monsieur? Parce qu'il a sauvé la France et qu'il la sauvera encore! La liberté pour nos enfants! La liberté pour nous, pour nos gosses!
Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus. Même les plus fidèles amis du général de Gaulle ont eu, avant-hier, des heures de doute. Mais, encore une fois, à partir du moment où j'ai su que de Gaulle restait, eh bien, j'ai su qu'une fois encore, comme dans toutes les heures historiques que nous avons vécues depuis 1940, eh bien, il sauverait la situation. Vous savez, hier, c'était la fête de Jeanne d'Arc. La grève continue? Toujours. Toujours? Plus fort que jamais maintenant. Alors, qu'est-ce que vous pensez du discours du général de Gaulle? Oui, ben, ce qu'on en pense, c'est que ça durcit encore un peu plus, quoi, c'est tout, quoi. C'est pas inquiétant, les menaces, là? Ah, ben, les menaces aussi, c'est inquiétant. C'est inquiétant, mais enfin, il y a du monde, hein. Des fois, puis la nuit, c'est pareil, hein. Jusqu'où irez-vous? Vous continuerez l'occupation de l'usine jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Si on s'arrête là, c'est fini. Ah oui, Ça, Parce fini, que le voilà. chaos à l'heure actuelle, c'est bien qu'il veut, c'est lui qu'il veut avec ses menaces qu'il fait. C'est pas la classe ouvrière, nous on reste froide à ces provocations. Et vous pourrez tenir combien de temps, cette grève? Il n'est pas question de tenir, il est question d'avoir satisfaction dans nos revendications pour l'instant. De tenir, on tiendra tant qu'on n'a pas de revendications qui soient satisfaisantes. Ça fait 10 ans qu'ils en subissent avec lui. Parce que le chaos, la révolution, c'est lui, il n'y a que lui qui en parle. Les ouvriers n'en parlent pas, il n'y a que lui qui en parle de la révolution et du chaos. Ils affirmaient au départ de cette grève que les syndicats étaient débordés par la masse. Et aujourd'hui, on veut mettre ça sur le dos, soi-disant, d'une poignée de communistes. Alors il faudrait accorder leur violon et savoir exactement si c'est la masse qui est à la base ou si c'est le Parti communiste. Travailleurs de chez Renault, désireux pour nous et nos enfants de gagner le véritable droit à la vie, ensemble nous disons nous gagnerons. Vive notre grève, vive l'unité. Le processus engagé par le discours du 30 mai est déjà en marche. Le nouveau ministère Pompidou se signale par un chassé-croisé de ministres, une place plus large réservée aux gaullistes de gauche, des hommes nouveaux et même une femme. C'est de la part du général de Gaulle, après un mois qui avait agité la France, pour parler par understatement, que le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Information changent de main, n'est-ce pas? C'était normal pour donner l'impression qu'il y avait une équipe nouvelle et je dois dire que j'ai très bien compris ce remaniement gouvernemental. Personne d'entre nous n'a jamais prétendu que le problème révolutionnaire se réglait en un soir, en une nuit. Et nous condamnons toutes les organisations qui aujourd'hui sont prêtes à abandonner le combat pour laisser se faire dans l'ordre les élections bourgeoises. Nous croyons que partout, comme les étudiants s'organisent et organisent les facultés, les travailleurs doivent s'organiser et organiser pour
Les obsèques du jeune ouvrier Jean Bello, qu'une grande foule a suivi, ont rappelé la gravité des échauffourées qui ont eu lieu aux usines Peugeot après leur occupation par les forces de police. 2 morts, 67 blessés. Il y a une explosion qui s'est produite, hop, je me suis retrouvé en l'air, les 4 fers en l'air. Puis au moment de me relever, plus de pied. Je me suis aperçu que j'avais plus de pied. Alors j'avais des éclats partout. Ils nous ont arrosé une 2e fois, quoi. Alors c'est les secouristes qui sont arrivés, qui ont fait arrêter les CRS. Ils ont dit arrêter, laissez ramasser nos blessés, quoi. Ils sont aperçus maintenant que c'était une lutte politique aussi, pas qu'une lutte contre un patron, faut qu'il lâche. Ils sont aperçus, bien maintenant, quand on discute avec des gars, que vraiment le patron, c'est le gouvernement aussi, c'est les deux n'en font qu'un. Toute la région, c'est Peugeot. Hein. Vous allez, si bien au Dincourt, tout partout, c'est tout Peugeot. Hein. Alors si vous avez le malheur de critiquer un peu sa loi, ben c'est pas la peine de chercher du travail par ici. Hein. Ça aurait pu être évité à condition que les jeunes puissent être encadrés par des gars qui avaient déjà de la connaissance des luttes passées, toi. Tous ces jeunes qui sont pris dans ce coup-là, ben, ma foi, c'était leur première fois, hein, beaucoup. Tous ceux qui tombaient, hein, s'ils n'avaient pas le temps de se relever, ben, ils arrivaient et puis ils cognaient dessus. Hein. Même étant vraiment blessés, hein. Moi, je vous dis, moi j'avais une jambe en moins, ben, heureusement j'avais un casque, hein, parce que... Faire une guerre comme ça, à coups de cailloux, contre de la police armée jusqu'aux dents, on va directement au massacre. À l'époque, le syndicat, à la demande de nos sections, avait fait des communiqués demandant au gouvernement de ne pas engager les forces de police contre les ouvriers et les fonctionnaires qui étaient en lutte revendicative. À Sochaux, des piquets de grève très combatifs ont été attaqués par les CRS, il y a eu 2 morts, et les CRS ont été obligés de fuir en débandade devant l'arrivée de toute la vallée du coin d'ouvriers, fusils à l'épaule, qui étaient venus les chasser. Il y a eu les armes, il y a eu les bouteilles d'essence qui ont été lancées, etc. et autres, mais enfin, nous n'avons pas de connaissance le coup de feu, à part l'incident de Sochaux, où le quart des CRS était en feu, et pour se dégager, les agents qui étaient à l'intérieur ont tiré pour se dégager, et on pense que c'est au cours de ce tir qu'il y a des manifestants qui ont été blessés grièvement, parce qu'il a été tué. La seule arme des travailleurs était la grève et l'occupation des usines. Personne dans la classe ouvrière n'était armé pour faire face à une situation militaire. La question ne se posait évidemment même pas. Simca n'est jamais en grève. Pourtant, au moment où il y a 9 millions de travailleurs qui sont en grève, je crois que Simca serait concerné au premier plan, en ce qui concerne notamment les droits syndicaux et aussi tous les problèmes posés en quantité, hein, durée du travail, salaire, cadence, etc. Simca n'est jamais en grève parce qu'il y a un syndicat qui est reconnu à l'intérieur chez Simca, et c'est le syndicat du patron, c'est tout. Les syndicats ouvriers sont pourchassés, les militants sont traqués, ils ne peuvent pas s'exprimer au sein de l'entreprise, ils ne peuvent par conséquent pas expliquer aux travailleurs quelles sont leurs légitimes revendications et les amener à une action qui leur permettrait de se libérer de ce carcan. Nous étions partis 2 camarades sur Brogard à faire de l'affichage. Une voiture, une Simca est arrivée, en trombe. 4 gars sont descendus de la voiture, avec des barres de ferraille, ils nous ont coursés.
Le collègue s'est fait coincer par les matraqueurs et s'est fait taper dessus. Et j'étais obligé de fuir devant les bords de Fleury. Voilà le genre de répression qui se livre et nous avons eu connaissance déjà d'autres actes. Mes camarades de la CGT à Poissy le savent aussi très longuement et en détail. Il faut dire que le copain a été esquinté. Nous avons porté plainte au commissariat de Poissy et nous avons constaté que le commissariat de Poissy d'abord était sceptique à prendre la plainte, d'une part. Secondo, une fois que la plainte était arrivée, ça a été jusqu'au parquet et du parquet on n'a jamais vu, on n'a jamais eu de nouvelles de cette plainte. On perdra toujours nos procès vu que jamais on a de témoins, mais que eux ils s'en fabriquent des témoins. Et nous naturellement on ne peut pas se les fabriquer les témoins. Pour une bonne raison, c'est que si on veut un témoin à l'intérieur de l'usine, pour qu'il soit valable, il faut qu'il fasse partie de l'usine Simca. Et si on veut le témoin à l'intérieur de l'usine, bah, disons que c'est sa place au témoin qui est compromis dans les 4, 5, 6 jours qui viennent. Je voudrais expliquer aussi un autre problème, c'est que pour faire virer un délégué syndical qui se présente, il n'hésite pas à mettre des pièces dans son placard, des pièces dans ses poches, de manière à l'accuser de vol. On se méfie du voisin comme si c'était un véritable espion et on n'ose pas lui parler. Et du fait que l'on vit renfermé sur soi-même et que l'on a les explications d'un seul bord, soit qu'on devient sauvage ou alors on devient exactement selon la forme des explications qu'on nous donne. Le groupe qui est à l'intérieur de l'usine, c'est les gens qui occupent, qui sont grévistes. Et le groupe qui se trouve en face, c'est les gens qui viennent voter pour reprendre le boulot avec ou sans satisfaction, quoi. Ça dépendra de notre lutte. J'invite donc tous ceux qui sont en grève actuellement à voter. Je demande, s'ils veulent voter, qu'ils le fassent les uns après les autres, dans le calme et l'ordre. Le vote n'aura donc pas lieu à l'intérieur. Non, puisque les grévistes sont contre le vote à l'intérieur, même contre vote tout court. Est-ce qu'il est question des revendications? Pour l'instant, il n'en est pas question. La teneur du vote, c'est tout simplement pour ou contre la reprise du travail. Pour la reprise, 228. Contre la reprise, 16. Disponible au plan 4. Bon, camarades, vous venez d'entendre le résultat du vote. Bien que nous contestons le vote fait par la direction patronale, nous pouvons dire que compte tenu qu'il y a 525 travailleurs chez Pékin, la majorité est pour la grève et pour la continuité des mouvements. Suite à cette décision, la direction accepte de nouveau la discussion. Et les choses qui étaient impossibles le matin le deviennent 6 heures après. 800 francs anciens par jour sur les salaires de base, 70 à 90 francs pour les horaires. Nous avons vivement conseillé à toutes nos organisations de poursuivre les négociations par grandes entreprises et branches professionnelles. Et on peut dire qu'à la suite de Grenelle, les concessions ont été, sinon doublées, au moins augmentées de 50% dans toutes les matières où nous les avons fait avancer à Grenelle. L'usine de Flins, qui est à 60 km de Paris, était occupée pour l'essentiel par de jeunes ouvriers, par des OS, sur lesquels l'influence syndicale était faible, parce que ce sont de jeunes OS qui venaient pour la plupart de la campagne. Bon, allez, envoyez les lances. Vous pouvez fermer vite avec la clé, là, oui. Vous pouvez fermer avec la clé. Vous pouvez mettre une pancarte, attention, haute tension sur le machin, sur la palissade. Oui, on ne va pas y mettre les mains. C'est la bande à Bono qui est là-bas. Ah non, c'est la bande à Capouche. Une pochette qui viande. Et un peu de calme, n'attaquez pas. Et aucune provocation.
revendications. Il n'y a que si ils commencent à vouloir sauter les grilles, alors là, hein, pas de quartier. Pas de quartier. Cadeau. Là, on fait de la viande hachée. Et de la crute aussi. Ils sont arrivés vers le fond. Nous, on les avait arrivés un après l'autre. On a couru vite pour prendre les autres, c'est tout ce qu'on a pu faire. Ça fait vite, hein. Donc c'est sa moitié cachée avec tout. Moi, j'étais sur la porte des Méros, moi. Ouais, mais ils ne sont pas passés sur la porte des Méros, ils sont passés sous le parc. Ah si, parce que moi, il y en a un qui m'a giflé d'abord. Ah bon? Ah, on était à la porte de Méros là-bas, c'est que la station Chal. Et puis les gars sont arrivés. Les gars sont arrivés, il y en a un qui m'a dit ouvre la porte. Alors j'ai dit, moi, j'ai pas de clé pour ouvrir ici. Il m'a dit ouvre la porte. J'ai dit, j'ai pas de clé. Alors sont venus 7 personnes, 7 séries, sans taper la porte, la challe était gardée comme ça, sans entrer. Alors il y en a un qui me dit, allez, hop, va, t'es chez toi. D'ailleurs, tu n'es pas français, tu n'as rien à foutre ici. Alors moi, j'ai répondu, si je suis en français comme toi, ben, mon vieux chien tous les jours. Alors il m'a foutu un coup de pied, je pars. Alors ils ont vendu pour s'acheter une cigarette. Il n'y a pas 4 fécates pour ces mecs-là. Il n'y a qu'à tenir. Tenir jusqu'à ce qu'on obtienne nos revendications. Puis c'est pas eux. Enfin, moi, ce que je peux vous dire, j'avais voté de gauche, j'ai pas peur de le dire, hein, mais c'est terminé. Pourquoi vous venez aujourd'hui avec des fusils, des matraques? Nous sommes les mains vides. Mais je vous parle là. Je ne gagne pas 65 pour un mois. Libérez les usines, libérez. Il faut se défendre. Et j'ai eu pas les deux contre les Enfin, les travailleurs donc qui ne suivaient pas des ordres syndicaux, si tu veux, mais ont demandé à ce que des étudiants qui étaient en rapport et des ouvriers qui faisaient partie de ces comités d'action révolutionnaire viennent les aider ce matin parce que les CRS avaient occupé l'usine. Les étudiants, moi je pense à toi. Ils ont commencé le mouvement, les étudiants. C'est que des types qui arrivent à 20 les jeunes qui emmènent le groupe, c'est les jeunes là qui poussent. Et les étudiants plus tard sont nos cadres, sont nos chefs. Et il faut qu'ils voient ce qui se passe, qu'ils prennent des leçons, ce qu'il ne faut pas faire surtout. Il faut qu'ils prennent des leçons de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, solidaire avec nous, c'est magnifique. Moi je trouve que c'est magnifique. Je remercie les étudiants parce qu'ils sont là aujourd'hui. Qui est-ce qui a dit de venir au boulot? À 3h30 du matin, je suis prisonnier devant 5000. Personne n'a dit de venir au boulot, même le syndicat n'a rien dit de la police. C'est la direction qui a dit de venir au travail. Des préfets, des sous-préfets. Le 10 juin, à 9h, les travailleurs de Dassault Saint-Cloud votent la reprise du travail à la majorité. On est parti de l'accord de Grenelle qu'on a cherché à améliorer. Et pour notre part, on les a considérablement améliorés.
On n'a jamais vu ça, des négociations pareilles. C'était vraiment le pied à pied, pour reprendre l'expression, c'était du corps à corps. On montait sur la table, c'était vraiment du... On lui a arraché. On en est venu aux mains, on s'est levé. On a vu un cinéma terrible de la part de la direction, reprendre son manteau, sortir, repris par la manche, revenu. On descendait, on remontait, on lui proposait à boire, on proposait une suspension de séance, on parlait de la pluie et du beau temps, et on revenait à table et on se rentrait dans la gueule. Ça lui faisait mal de lâcher ce qui nous a lâché, parce que franchement, on sentait que derrière, il y avait le gouvernement, il y avait le syndicat patronal, et qu'effectivement, ce qu'on a obtenu, c'est énorme. Voilà, camarades, la répartition de l'augmentation de 14% de la masse salariale. Et permettez-moi de rajouter qu'avec la lutte de la fin de l'année dernière, c'est près de 18% que nous avons arraché à Dassault en 1968. C'est pour cela que notre organisation syndicale CGT vous appelle dans l'unité la plus totale à vous prononcer pour la reprise du travail. Vive l'Union des travailleurs, avant, pendant et après la grève. Adversaires et vous tous qui m'écoutez jusqu'au fond de l'obscurité, je suis venu ce soir vous parler du destin de la France. Il s'agit de savoir comment l'État fera face à ses engagements pour que le peuple de France ne soit pas spolié, pour que l'ébranlement qui vient de faire vaciller la nation ne se continue pas avec une sinistre ironie, soit par l'inflation, soit par le chômage.
150 environ ont quitté le lieu. Actuellement, la police judiciaire... 5 semaines de grève terminées. Nous allons, dans quelques instants, reprendre en main nos outils de travail. Je ne voudrais pas ici vous afficher la liste des résultats obtenus en 3 semaines de grève dans ce pays par des travailleurs de toute profession. Ça serait trop long, on serait encore là à 6 heures, et M. Noiret se ferait des cheveux blancs parce que le portail n'est pas ouvert. Alors camarades, nous ne rentrons pas en vaincus, nous rentrons en vainqueurs. Et nous vous appelons tous à défiler dans cette usine. Bravo. En vainqueurs. On n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est peut-être vrai. On n'a rien, on est tourné à la mois de vacances, mais... Tout ça que t'as mis. Jean Galveston, il a reculé. Il a reculé. Mais oui, il a reculé. Il est tellement... Il a reculé, mais ça sera à nous de rester vigilants. Alors, tes camarades, tout le monde a décidé de rentrer. Rentre avec... Non, moi je rentrerai pas. Non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir. Vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Faillotte avec le patron, c'est tout ce qu'il y a à faire, de toute façon, alors. On va pas tout résoudre aujourd'hui. On pourra y arriver, l'imposer. Ouais, de toute façon, c'est fini, maintenant, on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron, avec tout gros. Ça, il y a 3 semaines et plus un jour. C'est une étape, c'est pas... Ben oui. Hein, c'est pas fini. Tu sais bien ce qu'il a perdu, lui. T'as fait pas de C'est pas fini, c'est une étape. Il a dit chez Mondin, ça sera plus jamais comme avant. Tu vois, moi, il faudra que les travailleurs... Vous l'avez dit, c'est une victoire. Hein? Ils ont reculé. Le salaire, il voulait pas en entendre parler. Il l'augmente de 10%. Maintenant...